Bonjour François Baroin, merci d'être avec nous ce matin, sénateur maire de Troyes dans l'Aube. Comme vous le savez, pas d'entretien d'embauche ce matin avec François Fillon qui a refusé l'invitation qui lui avait été donnée ce matin, qui avait déjà annulé celle de vendredi. Du coup, face à ce refus, Jean-Jacques Bourdin a refusé ou a renoncé à mener cet entretien. La loi LCSA nous oblige à l'égalité des temps de parole. Et si vous êtes là ce matin, c'est pour représenter justement le candidat François Fillon. Et merci encore une fois d'être avec nous. Je voudrais être clair et revenir sur ce qui s'est passé hier soir. Il y avait un grand meeting de François Fillon. C'était à Nice. Beaucoup de monde dans la salle. Et au moment où Christian Estrosi prend la parole, au moment d'ailleurs où il critique les positions de Marine Le Pen, notamment à propos de la polémique sur le Veldiv, il est sifflé par la salle. Est-ce que c'est l'image du grand rassemblement qu'il faut montrer dans une dernière ligne droite à quelques jours du premier tour? Je vais vous répondre sur le meeting de Nice. Merci pour votre invitation. Sans rentrer dans la polémique, François Fillon a proposé plusieurs dates, ça n'a pas marché, on répond à une invitation, pas à une convocation, la page est tournée, elle est derrière. Il n'y avait pas de convocation, c'était une invitation prévue pour vendredi, on a proposé bien sûr, mardi. Mais vous me laissez dire que par respect pour les téléspectateurs, François Fillon m'a demandé de le représenter, je le fais avec bonheur, je suis ravi de faire l'entretien avec vous et de répondre à vos questions. Et saluer Jean-Jacques Bourdin de ma part. Et nous nous retrouverons entre les deux tours et après il y aura encore d'autres événements politiques pour pouvoir discuter avec lui. Et pour le meeting de Nice, vous savez, il y a eu des événements, c'est une campagne qui était difficile, il y a eu plusieurs semaines d'interrogations, des positions. L'objectif à 5 jours du premier tour, c'est le rassemblement. Je ne crois pas une seconde aux interprétations des sifflets concernant telle ou telle position de Christian Estrosi. On est ensemble. Il y a eu des sifflets et François Fillon a même dû demander à la salle de se calmer. C'est pas l'image du rassemblement qu'on imagine. Ce qui montre l'état d'esprit de François Fillon. Il m'a demandé d'ailleurs au lendemain de la manifestation du Trocadéro et dans sa décision qui a été prise d'être le porteur de notre projet d'alternance sans équivoque, de rassembler la famille. On est là pour rassembler, on est là pour insister sur ce qui nous rapproche, pas pour souligner ce qui peut nous diviser. Mais il n'y a pas un durcissement quand même dans cette fin de campagne. Vous connaissez par cœur les meetings, vous connaissez par cœur les salles. Vous sentez pas dans les salles quand même ce durcissement? Le meeting d'hier de François Fillon à Nice, il était quand même à l'image de ce durcissement. Non, en tout cas, il n'y a pas de durcissement et pas de radicalisation du côté de la campagne de François Fillon. Il y a une intensité plus forte de la mobilisation des militants. C'est probablement le cas autour de la campagne de François Fillon, de la ferveur qui est en train de se mettre en place, de la mobilisation de la droite et du centre-droit qui veut cette alternance. J'ai vu les autres meetings, j'ai l'impression qu'il y a plus d'intensité, plus de ferveur, plus d'applaudissements. On est à quelques encablures, on est à 5 jours de ce premier tour. C'est normal qu'il y ait un peu plus de mobilisation. C'est le cas de toutes les campagnes. Ah, il n'y a pas que Christian Estrosi qui s'est fait siffler. Les médias se sont fait siffler. Il y a une journaliste de BFM TV qui s'est fait cracher dessus, un autre qui a été molesté par le service d'ordre. Vous sentez quand même ce climat anti-média? Est-ce que François Fillon, au fond, pour se défendre des affaires, des polémiques sur les affaires dont il a été l'objet, est-ce qu'il n'a pas créé lui-même en partie ce climat anti-média? On est dans un pays libre. La démocratie s'appuie sur la liberté de la presse. Il faut protéger la presse dans son travail. J'ai été journaliste, j'ai moi-même vécu à la fin des années 80 des moments de cette nature. Il ne faut pas y accorder plus d'importance. Vous ne pouvez pas demander à des militants qui soutiennent leur candidat avec la ferveur, avec la volonté d'engager cette alternance, avoir des changements, de ne pas de temps en temps, malheureusement, et c'est regrettable, et il faut le regretter et le contester, ne pas avoir que des mots de politesse à l'endroit de ceux qui ne disent pas toujours du bien de leur candidat, mais c'est la démocratie, voilà. Et il faut pas non plus accorder plus d'importance. Juste un mot, je reviens sur ce climat lié notamment à la polémique sur François Fillon, les affaires. Il a dit il y a quelques jours qu'il avait les preuves de l'existence d'un cabinet noir. Il a même dit qu'il les avait mis sous clé dans un coffre chez son avocat. Pourquoi il ne les donne pas, ces preuves? On est à 5 jours du premier tour. Ce serait la meilleure façon de sortir de toutes ces polémiques, non? Parce que justement, on est à 5 jours du premier tour. Il y a des procédures judiciaires, il y a des avocats. On ne traite pas de ce sujet. En tout cas, moi, je ne traite pas. Je réponds à vos questions, si vous voulez, sur le projet, sur l'alternance, sur la mobilisation, sur le mouvement, sur ce qu'il faut faire pour le pays. C'est ça qui est intéressant. Je crois qu'on en a assez parlé. Ces histoires sont derrière nous. Mais pourquoi ne donne-t-il pas les preuves? C'est quand même une accusation extrêmement grave d'imaginer qu'il y a un cabinet noir au sommet de l'État, un cabinet noir qui serait dirigé en sous-main par le chef de l'État, et s'il a les preuves, personne ne comprend pourquoi il les donne pas, franchement. Pardonnez-moi, mais les accusations sont des confrères du Canard enchaîné qui ont mené une enquête sur la réalité de l'existence de remontées d'informations à l'Élysée, qui ont d'ailleurs amené un certain nombre de politiques de haut rang à saisir la justice au titre de l'article 40 pour demander à ce qu'il y ait un mouvement du parquet sur ce sujet. Et le parquet n'a pas souhaité se saisir, disant qu'il n'y avait pas de preuves. Le parquet financier. Le parquet, lui, n'a pas encore bougé. Mais pour le reste, ça ne concerne d'ailleurs pas tout à fait François Fillon, ça concerne plutôt Nicolas Sarkozy et plutôt, par
par une curieuse inversion d'ailleurs des relations entre un président de la République et un Premier ministre, Manuel Valls, Premier ministre de François Hollande. Ça regarde la justice, parlons du fond, on est à 5 jours, je crois que ceux qui nous regardent sont intéressés par les enjeux, au fond ce qui va différencier et les raisons du choix. Encore, on va parler du fond dans un instant. Encore un mot. François Fillon l'a dit il y a quelques jours, un président exemplaire, c'est un président qui doit dire la vérité aux Français. S'il est élu président de la République, est-ce que le cours de la justice se poursuivra notamment, ou est-ce qu'il s'abritera, lui, derrière l'immunité présidentielle? Non mais, comme on est dans un pays libre, la justice a son autorité, son indépendance, suivra son cours et ses affaires. Il y a immunité pour le président de la République. Mais est-ce qu'il s'abritera derrière cette immunité, ou est-ce que la justice pourra suivre son cours, y compris s'il était élu président? Mais le sujet a déjà été traité par le Conseil constitutionnel, puisque d'autres présidents de la République ont eu à connaître de ce sujet. La justice interrompra son action le temps du mandat présidentiel et le poursuivra après. Juste une chose, est-ce que j'ai en face de moi quelqu'un ce matin qui passe son entretien d'embauche de futur Premier ministre? Mais j'ai compris qu'il n'y avait pas d'entretien d'embauche, puisque c'est Laurent Neumann qui me pose les questions. Alors, je vais poser la question autrement. Est-ce que si François Fillon est élu, est-ce que vous serez son Premier ministre? Je serai à la place qu'il souhaitera. Je m'engage pleinement à ses côtés. Moi, je suis de la famille gaulliste. Je souhaite que ma famille l'emporte parce que je considère que ce que nous proposons aux Français est plus intéressant, parce que je suis convaincu qu'à la fin du mandat, ça ira mieux pour une majorité de Français, parce que je pense qu'il faut enfin régler les problèmes de modernisation du coût du travail, de baisse des charges, de libéralisation de notre économie en conservant un certain nombre de protections, parce qu'il faut améliorer l'âge de la retraite pour protéger notre système par répartition, et parce que je crois que, ayant gagné toutes les élections depuis 2 ans, les municipales, les départementales, les régionales, il y a une majorité de droite et du centre-droit pour engager une alternance sans équivoque. Parce que je pense que François Hollande porte une responsabilité majeure dans la montée du Front National, dans la montée de Mélenchon, parce que Macron est l'enfant trouvé au pied de l'église de la réalité de cette impuissance socialiste, et qu'il est aujourd'hui le capteur de tout ce qu'il y a de gouvernants et de parlementaires socialistes qui souhaitent avoir une bouée de sauvetage dans cette affaire. Moi, mon engagement, il est là, et il n'est que là. Je souhaite la victoire. J'entends bien, mais je reviens à la phrase de François Fillon. Un président exemplaire, c'est dire la vérité aux Français. Il avait fait une promesse. Il avait dit au début de cette campagne, lorsqu'il a gagné la primaire, qu'il donnerait le nom de son Premier ministre et qu'il donnerait même le nom des principaux ministres de son futur gouvernement. Pourquoi ne tient-il pas cette promesse ? Il l'a répondu, il y a une forme, dit-il, entre guillemets, d'arrogance à présenter avant le premier tour la constitution d'un gouvernement. Laissons les urnes parler, laissons les Français se mobiliser, laissons les Français décider librement et souverainement qui ils veulent au second tour et qui ils veulent ensuite pour diriger le pays. Ce qui est sûr, c'est que François Fillon n'est pas seul, que nous sommes là, expérimentés, nous avons eu la chance les uns et les autres, avec Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, d'exercer des responsabilités ministérielles importantes, d'exercer des responsabilités locales importantes. Là encore, l'exercice du pouvoir, la gestion de l'État, gouverner la France, ça suppose une solide expérience. Ça veut dire aussi avoir une idée du calendrier, de la méthode de travail, de la gestion d'une majorité, du tempo politique, de ce qu'il faut faire dans les 3 premiers mois, dans les 6 premiers mois. La tâche sera difficile. Une feuille de route pour les 3 premières années. La feuille de route, elle est là. Il a raison d'ailleurs. Moi, je partage son point de vue. Je pense que il faut faire vivre, il faut faire respirer un quinquennat. Je pense qu'une feuille de route d'un président, un gouvernement, un Premier ministre, une action parlementaire, une discussion avec la majorité et le calendrier des différents textes, ça permettra de faire respirer le pays. Alors justement, les idées sont claires, le calendrier est là, il est sur la table et nous sommes en train d'y travailler, bien sûr. Sauf qu'on ne peut pas faire abstraction de tout ce qui s'est passé pendant la campagne. Je reviens un instant sur ces 2 mois de polémique autour des affaires François Fillon. Est-ce que François Fillon, élu, aura l'autorité nécessaire pour faire appliquer son programme? On lui dira, le jour où il voudra baisser les dépenses publiques, par exemple, qu'il ne s'est pas appliqué à lui-même les mêmes efforts dans l'utilisation des deniers publics. Est-ce qu'il aura l'autorité demain pour faire appliquer ce programme? Écoutez, la justice, ça peut pas être, si vous pensez qu'il est coupable, tapez 1, si vous pensez qu'il est innocent, tapez 2. Ça marche pas comme ça. Et la force d'un scrutin... Non, mais l'autorité d'un chef d'État, c'est une vraie question. Mais l'autorité, elle vient du suffrage universel. Et si François Fillon est... Ça, c'est la légitimité, mais l'autorité nécessaire, l'autorité morale. L'autorité découle, et c'est une déclinaison naturelle de la légitimité. En démocratie, la seule légitimité, c'est pas passer à la télévision, c'est pas faire un coup de communication, c'est pas faire le buzz sur Internet. La légitimité, elle vient du suffrage universel. Il y a que ça qui compte. Et cette légitimité créera les conditions de l'autorité, avec tout ce qui s'est dit et passé, et tous les commentaires qui ont été diffusés depuis 2 mois autour de François Fillon. Il aura plus que jamais l'autorité, puisqu'il aura été désigné, en quelque sorte, malgré cela. Un dernier mot vraiment sur les affaires, parce que je voudrais qu'on parle du programme de François Fillon. Hier, à ce
même micro, Emmanuel Macron est venu déminer un certain nombre de rumeurs le concernant, notamment concernant sa fortune personnelle. Il a même prévenu, et je le cite, que ses adversaires politiques allaient balancer une fausse rumeur sur un compte caché dans un paradis fiscal. Est-ce qu'il y a, oui ou non, chez ses adversaires politiques, vous en faites partie, une opération politique, des manœuvres souterraines pour discréditer Emmanuel Macron? Non, mais c'est probablement pas la stratégie de la victimisation. En tout cas, on fait une campagne auprès des Français. On fait pas une campagne auprès des agences de communication, des officines pour déstabiliser tel ou tel candidat. Chacun mène sa campagne, il est dans son couloir, on est dans le nôtre, et l'objectif c'est de rassembler une majorité de Français. Je reviens à votre future position, si demain vous êtes Premier ministre. Est-ce que clairement, François Baroin, vous cautionnez l'intégralité du programme de François Fillon? Je prends 2 exemples. La hausse de la TVA, la suppression de 500 000 postes de fonctionnaires. Est-ce que c'est la ligne de François Baroin? Est-ce que c'est la ligne que vous avez toujours soutenue? Moi, j'ai pris un engagement, comme tous les militants et comme tous les sympathisants et comme tous les électeurs de la droite. Et je n'ai pas écrit mon engagement de soutenir le candidat victorieux à la primaire à l'encre sympathique pour que ça s'efface au gré des événements, au gré de telle ou telle information. Je le fais avec conviction. J'ai écrit un livre, Un chemin français, j'ai dit mes positions, nous avons beaucoup discuté avec François Fillon, et le projet qu'il propose, c'est un vrai projet. C'est un réformateur, François Fillon. Partout où il est passé, il a réformé, il a porté des mesures importantes. Et le projet est un projet, il est exigeant, mais il est atteignable, et il est atteignable dans une transformation assez forte. Vous me posez 2 questions sur la TVA. J'étais réservé sur le taux intermédiaire, notamment sur les activités de service. D'abord parce que l'assiette est faible, et ça rapportait peu d'argent, et ça risquait d'avoir un impact sur la consommation. C'est plus qu'une réserve, vous y étiez opposé. Oui, je n'étais pas opposé au principe même de la TVA, mais j'ai appartenu à 2 gouvernements qui ont fait de la TVA. Je sais l'impact que ça peut avoir sur la consommation, mais les temps ont changé. La baisse de 500 000 fonctionnaires? Alors, c'est pas tout à fait 500 000 fonctionnaires, ce sont des agents publics. Il y a l'État, vous avez la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Avec la fonction publique territoriale, c'est-à-dire au fond les communes, les intercommunalités, les départements, les régions, il a proposé des mesures, évidemment, sur lesquelles nous avions discuté, qui est de mettre en place une loi de financement des collectivités locales, comme il en existe une pour la sécurité sociale, comme il en existe une pour les finances de l'État. Il a proposé un contrat de gouvernance, ce dont nous avons besoin, comme les Français sur le plan personnel, comme les entreprises, c'est de la stabilité et de la visibilité. Et c'est cela que nous demandons. Donc projet, oui, bien sûr, j'y suis à l'aise. Alors, je vais prendre un autre exemple où là, pour le coup, François Baroin, vous êtes beaucoup plus avancé. Vous êtes président de l'Association des maires de France. Je me souviens que lorsque François Hollande a proposé une baisse de 11 milliards d'euros des dotations aux collectivités locales, comme l'ensemble de votre famille politique, vous avez hurlé. Dans le programme de François Fillon, il est question de 20 milliards de baisse de dotation publique. Et là, ça vous pose plus de problème, ça va passer comme une lettre à la poste. Non, vous avez raté plusieurs étapes et peut-être plusieurs semaines. Nous avons auditionné à l'Association des maires de France tous les candidats à l'élection présidentielle. François Fillon a formulé des propositions. L'affaire des 20 milliards était une mauvaise interprétation issue de la primaire. On disait qu'il fallait 20%. Combien de baisse de dotation L'effort est de 7,5 milliards sur la partie DGF. C'est un effort important puisque je rappelle qu'on a été massacré. Parce que ce qu'a fait Hollande, c'est pas 11 milliards, c'est 28 milliards. Puisque c'est en cumulé. Et 28 milliards, ça a eu un impact de 30% en moins sur l'investissement public en 2 ans et demi. Et donc Hollande, au fond, a sacrifié les collectivités locales pour reporter les 3% de déficit dans sa négociation avec Bruxelles. Et d'ailleurs, la Cour des comptes l'a observé il y a 3 mois en expliquant que la réduction du déficit était en fait un leurre, puisque l'essentiel de la réduction du déficit national s'est fait sur le dos des collectivités locales. Ce sont les seules qui ont réduit leurs dépenses. On peut dire que les collectivités dépensent trop, mais tout ça, c'est nourrir une réalité qui ne correspond pas à l'impact de ce que veut dire un investissement local. Quand on fait un rond-point, quand on développe les infrastructures, quand on finance le développement d'un TGV au titre d'une région ou autre, on restitue l'argent du contribuable sous forme d'investissement. Ça nourrit notre croissance et c'est la raison pour laquelle François Fillon porte un projet équilibré de ce point de vue. Je parlais il y a un instant de durcissement de la campagne. François Fillon a dit la semaine dernière qu'il pourrait gouverner, qu'il pourrait y avoir dans son gouvernement des ministres issus de sens commun. Est-ce que vous, demain, si vous étiez Premier ministre de ce gouvernement, vous pourriez gouverner avec des ministres de sens commun dont on sait quand même qu'ils sont à l'opposé de tous vos engagements personnels ? Mes engagements pour une laïcité qui est d'égal niveau d'application que les vertus cardinales de notre République sont bien connues. Contre l'adoption pour les homosexuels, la PMA, contre la GPA, contre le mariage pour tous. C'est le contraire de vos positions personnelles. La droite
c'est une très grande famille. Moi, j'ai pas de difficulté, j'ai pas d'a priori sur sens commun. Je les connais peu, je les verrai, je sais leur engagement politique, mais le prêt-à-penser, l'idéologie qui consiste à montrer du doigt et à jeter au banc des accusés telle ou telle personne parce qu'ils se sont mobilisés par rapport à quelque chose qui ne correspond pas à ce que vous sentez, me semble pas être le principe de l'écoute, du dialogue et de la volonté de rassemblement. J'ajoute, sur le plan de la ferveur ou de l'espérance, si on est animé par une espérance religieuse, on peut être un profond laïc et être animé de cette espérance. De même qu'on peut être comme moi très engagé sur l'application du principe de laïcité, peut-être de manière stricte ou gallicane, certains le disent. C'est-à-dire, je pense que quand il y a des problèmes, il faut que l'État se mette en situation de faire appliquer ce principe de laïcité. Notre République est laïque et en même temps profondément respectueux de ceux qui sont animés, ce qui est probablement une chance, de cette ferveur et de cette espérance. En d'autres termes, votre vision de la laïcité et celle de sens commun ont peu de choses en commun. Vous citez souvent dans vos entretiens la référence à votre père, qui était grand maître du Grand Orient de France, une des principales obédiences de la franc-maçonnerie en France. Ce sont des engagements qui sont quand même totalement opposés. Et donc on peut douter de la présence au sein d'une même famille politique de gens qui sont aussi opposés aux uns aux autres. C'est ça la force de la République. C'est qu'ils se rejoignent dans l'acceptation du principe simple qui est qu'on ne place pas les lois de la religion au-dessus des lois de la République. Et tant qu'on reste dans ce cadre-là, il n'y a aucune difficulté à vivre ensemble, à travailler ensemble et peut-être même à gouverner ensemble. François Fillon, pendant ce week-end pascal, a parlé aux catholiques, il a parlé de l'identité de la France, il a parlé de l'identité culturelle et en même temps, il a toujours été constant, il est contre toute forme de communautarisme. Il n'y a pas une contradiction là, à être contre le communautarisme et à parler spécifiquement aux catholiques de France ? Et non, parce que le communautarisme, c'est appliquer le modèle américain et considérer que l'intérêt général, c'est la somme des intérêts particuliers. C'est ce que fait Macron. Macron, c'est le porte-parole du communautarisme. Et le communautarisme, voilà l'ennemi de la République. Pourquoi dites-vous ça? J'ai entendu ça aussi dans la bouche de Marine Le Pen il y a quelques jours. Pourquoi Emmanuel Macron serait, à vos yeux, le représentant du communautarisme? Les sujets, reprenez ses propos sur la laïcité il y a quelques mois où il donnait justement un quitus, en quelque sorte, à ceux qui plaçaient la loi de la religion au-dessus de la loi de la République. Regardez les positions qu'il a prises concernant justement le développement des politiques publiques d'accompagnement où il fallait écouter ceux qui incarnent telle ou telle communauté pour leur donner des droits particuliers. C'est le modèle américain, c'est à l'opposé de la construction française. Donc c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je combats Macron et tout ce qu'il représente, c'est-à-dire un nivellement vers le bas, c'est-à-dire un éclatement de la société, c'est-à-dire un caractère béat d'admiration devant la mondialisation, devant le modèle américain, devant le modèle anglo-saxon. Ceux-là ne comprennent pas que la construction française dans son histoire, quelles que soient ses origines, son évolution, ses différentes étapes, est-ce que je dois comprendre au fond que votre présence aux côtés de François Fillon fait de vous, d'une certaine manière, la caution modérée de François Fillon, justement parce que l'adversaire principal, c'est Emmanuel Macron. Vous représentez une droite plutôt sociale, plutôt modérée. Ça n'est pas l'image forcément qu'on a de François Fillon. Ça veut dire que dans ces derniers jours de campagne, la cible, c'est Emmanuel Macron. J'ai pas épargné Macron et je continuerai de pas l'épargner. Je considère que c'est un saut dans le vide, sans parachute. Je considère que c'est une grande aventure. Je considère qu'il y a une tartufferie à vouloir être ni droite ni gauche, mais en réalité c'est à peu près nulle part. Et il est l'héritier direct de Hollande. Vous avez tous les soutiens. Regardez les images d'hier. Ça va de Robert Rue à François Bayrou, qui n'est jamais décevant, qui a toujours choisi les socialistes au détriment de la droite. Et ce sont tous les 90% des parrains sont socialistes, ses conseillers sont socialistes. Quelle est la majorité? C'est quand même à 5 jours. Incroyable qu'on ait un candidat à l'élection présidentielle qui ne soit pas capable de dire avec qui il va gouverner. Il y a 12 En Marche qui sont investis. Donc ça veut dire derrière, c'est quoi? C'est les socialistes qui vont faire la majorité. Moi, je veux une majorité de droite et du centre-droit. Et je veux un président de la République qui s'appelle François Fillon. Je veux garder le modèle républicain et je veux poursuivre effectivement les réformes. Je suis violemment modéré sur toute une série de sujets parce que je suis violemment à l'écoute et absolument pas sectaire. Et je suis profondément réformateur et c'est aussi ce qui me plaît chez Fillon. D'un mot pour finir, François Fillon est quand même en retard à 5 jours du premier tour sur ses deux adversaires, Marine Le Pen et Emmanuel Macron. D'un mot, qu'est-ce qui vous rend aussi confiant, franchement? La confiance qu'il y a une immense majorité dans le pays qui veut une alternance sans équivoque, qui veut des changements, qui ne veut pas renverser la table. On n'a pas le choix entre le chaos et la révolution, entre le projet Le Pen, l'explosion de l'euro, la ruine des Français, un effondrement de 20% de leur pouvoir d'achat, une aventure bolivienne ou vénézuélienne à la Mélenchon, quel que soit par ailleurs son talent, mais peu importe, il faut quand même voir ce qu'il propose. Et Macron, qui est en quelque sorte un candidat qui pense qu'on peut réserver son président de la République sur Internet quand il sera peut-être livré dans 2 jours. Je ne le crois pas. Et cette mobilisation, elle est là et on le sent bien maintenant depuis plusieurs semaines sur le terrain. François Baroin, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci et à bientôt. À bientôt.